Madame, monsieur, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver et de retrouver Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Alors, on a un gros programme cette semaine avec la mort du pape. Eh bien, nous allons discuter de qui pourrait être son successeur parmi les cardinaux français. Et puis, pour le dossier de la semaine, nous reviendrons sur l'aide américaine et la fin de l'UCED qui a des conséquences aujourd'hui que certains médias jugent dramatiques. Certains disent même que ce serait la fin du journalisme, en tout cas dans les pays de l'Est. On passera aux pastilles de l'information, bien sûr, juste après, sans oublier le portrait piquant de cette semaine qui sera consacré à Stéphane François, un spécialiste de l'extrême droite, vous allez le voir. L'extrême droite. Voilà. L'extrême droite. Voilà. C'est plutôt comme ça qu'il faut le dire, oui. Effectivement. Et puis ce qu'il faut faire aussi, chers téléspectateurs, c'est ne pas oublier, s'il vous plaît, de cliquer sur le pouce en l'air. Également, commenter cette vidéo, ça se passe juste en dessous, Si vous déroulez la vidéo, vous pouvez laisser des commentaires et puis vous pouvez également la partager, vous abonner à la chaîne TVL. Ça a l'air très ennuyeux ce que je vous raconte, mais c'est nécessaire pour assurer le succès de cette émission. Alors si vous aimez les médias, eh bien je vous en prie, faites les petits gestes qui vont nous propulser en avant sur YouTube. Maintenant, place à l'image de la semaine. Le pape est mort lundi 20 avril, au lendemain de Pâques. Jean-Yves, la presse a eu beaucoup de réactions. Je vous propose pour commencer cet article du Monde. En Italie, François était le pape des pauvres. Il est reconnu comme tel, mais aussi, nous dit Le Monde, l'allié paradoxal des progressistes. Nous avons un article de Courrier International. Merci François, pape le plus à gauche de l'histoire. Ce n'est pas rien, le pape le plus à gauche. L'Humanité a titré Au nom de la paix, des migrants et du Saint-Esprit. Alexandre Soros, lui, a salué un visionnaire qui va beaucoup nous manquer. Les Libérations parlent d'un pape qui, pour l'extrême droite française, est un pape honni. Jean-Yves, vous avez un commentaire à faire face à ces réactions dans la presse. D'abord, c'est une lecture très, très politique. Et ensuite, on voit très bien que ce qui paraît essentiel à la presse de gauche, c'est la question des migrations. Puisque François avait des positions relativement conservatrices en matière de société, je dis relativement conservatrice. Par contre, en matière d'immigration, il était pour la grande ouverture. Il a commencé son pontificat à Lampedusa. Et pour la gauche, c'est manifestement essentiel. Le titre de Libé à mettre en relation avec le soutien d'Axel Soros, c'est quand même assez intéressant. Au nom de la paix, des migrants et du Saint-Esprit. Voilà. Alors, il y en a qui remettent l'église au centre du village, d'autres c'est la migration au centre de l'église. Je vous propose d'écouter la réaction de Philippe de Villiers. Le pape est un chef d'État, le pape est un chef d'Église. Comme chef d'État, je lui fais deux reproches. Le premier, c'est qu'il a toisé la France. Il lui a montré du mépris à plusieurs reprises. Et ensuite, toujours comme chef d'État, il voyait d'un bon œil l'islamisation de l'Europe. Il a traité de vieille fille stérile, et le fait que l'Europe s'islamise était pour lui une bonne nouvelle. Alors, Philippe de Villiers a réagi, mais il y a également Yvan Riofol qui a posté un message assez intéressant. Au-delà du message chrétien sur la charité et l'accueil, François aura illustré jusqu'à l'absurde la pente suicidaire que porte en lui le christianisme dans sa modernité, en confondant les 10 commandements et la religion des droits de l'homme. Marcel Gaucher avait prévenu, le christianisme est la religion de la sortie de la religion. Jean-Yves, est-ce que vous validez ce genre de discours un peu critique ? D'un certain point de vue, c'est le contrepoint du discours. Si la gauche est très contente, on peut comprendre que le camp d'en face soit un peu moins. Philippe de Villiers a été relativement audacieux, puisque
pratiquement le jour même de la mort, après un court hommage qu'on doit faire évidemment quand quelqu'un meurt, il a engagé effectivement la réflexion critique qu'a prolongée Monsieur Rioufol. La vraie question est de savoir si l'Église reste de religion catholique ou se déploie en simple religion de l'universel. Ça sera peut-être une des questions qui se posera au conclave, pardon. Alors justement, au conclave, il y aura les cardinaux qui vont siéger, on l'aura compris. Ces cardinaux, ils viennent de partout. Ça a été un des points forts du mandat de François, de diversifier ce collège des cardinaux. Il y en a qui viennent du Congo, de Suède, de Birmanie. On en a bien sûr des Européens, mais il y en a des Asiatiques. Est-ce que vous avez un commentaire à faire déjà sur ces cardinaux avant qu'on ne s'attaque plus précisément à certains? Alors, d'abord, il y a un site que je recommande, si je puis dire, qui est le site Cardinalis, qui est là en lien, mais il est payant malheureusement, qui a la liste de tous les cardinaux électeurs, des 135 cardinaux électeurs, et qui a déjà une courte liste des 12 papabilés possibles en prenant les différentes options. Alors, il faut en cette matière être très prudent, puisqu'il y a un vieux dicton qui dit qui entre pape au conclave en ressort cardinal. Donc il faut être très très prudent là-dessus. Alors, je pense quand même que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il n'y a pas uniquement, contrairement à ce que les médias peuvent donner l'impression, il n'y a pas simplement le clivage politique, il n'y a pas simplement le clivage progressiste-conservateur, il y a aussi d'autres clivages. Il y a le clivage centre, l'Europe, les périphéries, donc le clivage géographique. Il y a le clivage en termes de dogme aussi. Est-ce qu'on a un pape plutôt théologien ou un pape un peu moins théologien et peut-être plus axé sur la pastorale? Est-ce qu'on a un pape avec des soucis de gestion? Est-ce qu'on a un pape avec une vision plutôt centralisatrice? Quel rapport à la curie? Il y a beaucoup d'enjeux. C'est une élection extraordinairement complexe sur lequel, en vérité, on ne sait pas grand-chose parce qu'on est, par définition, à l'extérieur de l'Église en ce qui nous concerne, et à l'extérieur du conclave, ce qui est très dommage parce que c'est dans un très beau lieu. La chapelle Sixtine est quand même un endroit qui ne peut amener qu'une source d'inspiration, et on l'espère pour les cardinaux, pour l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint les éclaire. Alors Jean-Yves, en tout cas, il y a certains journalistes qui ont déjà des souhaits. On a par exemple Thomas Guénolé, vous savez, le politologue, qui a réagi à la mort du pape François en parlant d'une lourde perte pour tous les progressistes du monde. Lui aussi revient donc sur ce côté engagé du pape François. Il souhaite, lui, pour que l'œuvre de François soit poursuivie, que le conclave élira son fils spirituel, le cardinal argentin Victor Manuel Fernandez, nous dit-il. On a également dans la presse française, Jean-Yves, aussi un cardinal qui semble se détacher. Il s'agit du français Jean-Marc Aveline, qui serait, nous dit RMC, une piste éventuellement crédible pour devenir le prochain pape. Il y a également Valeurs Actuelles qui parle de lui. Du côté des conservateurs, visiblement, le cardinal qui intéresse le plus cette partie-là de la population, ce serait le cardinal Sarah, qui a pris d'ailleurs quelques balles perdues au passage. On a par exemple un journaliste qui a déclaré ceci: l'aile réac de l'Église, qui avait déjà posé des jalons en ce sens, a entamé la promotion comme successeur du pape François du cardinal Sarah, entre parenthèses nous dit-il, qu'on pourrait idéologiquement assimiler, sans lui manquer de respect, au vice-président américain Vance, ou mieux, à Éric Zemmour. Des comparaisons quand même un peu hasardeuses. Passons.
Et le cardinal Sarah avait déclaré ceci: l'Europe a perdu ses racines et sans racines un arbre meurt. J'ai peur que l'Occident meure. Il y a beaucoup de signes, plus de natalité et le fait que vous soyez envahis par d'autres cultures, par d'autres peuples qui vont progressivement vous dominer en nombre et changer totalement votre culture, vos convictions, vos valeurs. Il est vrai qu'on est loin du discours assez universaliste du pape François. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le cardinal Sarah. Il était passé sur TV Liberté. Ce n'est pas l'unification du monde qui fera le bonheur du monde. Au contraire, on n'arrive pas à faire valoir les autres cultures, à faire valoir les autres richesses. Voyez-vous. C'est comme dans un jardin, voyez-vous. Bon, plus il y a des fleurs, de différentes couleurs, plus c'est beau. Et donc, si la mondialisation essaye d'unifier tout cela en une seule couleur, ça devient monotone, ça devient un appauvrissement. Voilà, un cardinal donc qui dénonce un peu la déchéance de l'Occident. Voilà, alors un cardinal qui a dans ses atouts, si je puis dire, le fait d'être un cardinal issu d'Afrique, donc issu des périphéries, et qui tient un discours conservateur, on peut dire, et donc qui pourrait bénéficier d'alliance. C'est quand même assez peu probable qu'il recueille suffisamment de voix de la part du camp progressiste, fût-il africain. C'est d'ailleurs une des grandes contradictions, c'est qu'il y aurait une tendance progressiste à élire un pape africain, mais que la majorité des papes la majorité des cardinaux africains sont assez conservateurs en termes de vision et notamment en termes de mœurs. Donc là, il y a une contradiction. Voilà. Enfin, c'est un candidat qui est très soutenu par la droite, on peut dire, catholique. Alors, il y a un autre cardinal qui se détache un petit peu, Jean-Yves, c'est un cardinal corse, le cardinal Bustillo. Il a d'ailleurs été lui aussi beaucoup sollicité par les médias pour réagir notamment à la mort du pape François. Sur France 2, dans le JT. Jean-Yves, vous avez un commentaire à faire sur ce cardinal. Oui, alors c'est un cardinal qui a beaucoup de charisme, qui a un grand succès d'ailleurs en Corse, puisque le nombre de baptisés là, à l'occasion des Pâques a été très fort par rapport au reste du continent, une proportion 3 fois plus grande, parce c'est un pape qui pratique une pastorale populaire. Il incarne une certaine religiosité populaire, ce qui explique d'ailleurs qu'il avait été créé cardinal par François, qui était venu en Corse. C'est le dernier voyage de François, c'est le voyage en Corse. Ouais, mais il est allé à Marseille avant, il était en Corse en décembre dernier. Et donc il incarne un peu l'héritage de François sous le côté pastoral, piété populaire, et il est par ailleurs relativement conservateur. Il a accordé, vous rendez-vous compte, un entretien à Valeurs Actuelles. Donc il a aussi beaucoup de... il est à la synthèse de beaucoup de courants. Il est aussi d'origine espagnole, donc ça ouvre vers l'Amérique latine. Donc si on est français, c'est peut-être entre guillemets le bon candidat. Mais il y a 5 Français sur 135 cardinaux, ça fait pas beaucoup. Et alors il a probablement un défaut terrible dans ce type d'élection, c'est qu'il est très jeune. Enfin, très jeune en tout cas. Il a moins de 60 ans, très jeune pour devenir pape. Donc, s'il était élu, il resterait très longtemps. Et ça, c'est peut-être un handicap électoral. C'est pas toujours ce qui est souhaité par Mais c'est sûrement un homme de grande synthèse. Pour être élu, il faut une majorité... de plus de 60%, et donc ça amène à rechercher quand même des hommes de synthèse. Voilà. Nous verrons lorsqu'il y aura la fumée blanche ce qu'elle nous apportera comme réponse à toutes ces questions. Parmi les articles qu'on a pu voir sur la mort du pape François, c'est bien sûr la dernière visite, ou du moins le dernier visiteur qu'il a vu. Il s'agit de J.D. Vance. Et figurez-vous que France 24 a titré de la façon suivante: le vice-président américain J.D. Vance a-t-il tué le pape François? Il faut cliquer sur l'article
pour se rendre compte que c'est une question un peu plus rhétorique que ce qu'elle prétend et qu'elle se retrouve dans une rubrique info ou intox de France 24. Toutefois, la conclusion du sous-titre est la suivante. Une affirmation évidemment fausse, nous voilà rassurés parce que c'était un brin audacieux, même si les deux hommes se sont en effet vus la veille du décès. Il y a beaucoup de responsabilités quand même sur les épaules de ce pauvre J.D. Vance, ce Jean-Yves. Oui. Parfois c'est la faute des Russes, parfois c'est la faute des Américains. Quoi. Oui, c'est la faute. Non, c'est pas la faute des Américains. Il y a les gentils Américains avec Biden et il y a les méchants Américains avec. Alors là, chez les méchants Américains, on a le choix. On a Trump, on a Vance, on a Musk, on a Kennedy. Il y a que des méchants maintenant chez les Américains depuis que le regretté Biden et la regrettée Kamala Harris ne sont pas parvenus à fonder les élections dans des conditions satisfaisantes. 5 minutes 40 quand même de vidéo pour revenir sur cette question si J.D. Vance a tué le pape François. C'est une bonne conclusion finalement pour ce dossier. Revenons maintenant sur l'aide américaine aux médias. On vous en parlait avec la fin de l'UCED qui avait provoqué un raz-de-marée de réactions médiatiques. Et bien maintenant, on en voit un peu plus les conséquences, notamment avec cet article de Reporters sans frontières. États-Unis, le gel de l'aide étrangère décidé par Trump plonge le journalisme mondial dans le chaos, nous dit Reporters sans frontières. On a également une enquête très intéressante de France Info. C'est un cadeau pour les dictateurs. Face à la désinformation russe, le gel de l'aide américaine fragilise de nombreux médias. Le premier exemple pris dans cette enquête de France Info, c'est le média Meduza, qui est basé en Lettonie, qui est un média qu'on nous présente comme un média indépendant, russophone, qui était une source précieuse d'informations sur la Russie et la guerre en Ukraine, nous dit-on. Bon. Eh bien, Meduza pouvait compter, outre les dons, sur l'aide américaine via l'UCED. Ils ont perdu 20% de leur budget annuel et se retrouvent donc en difficulté. Ils ont dû réduire les salaires, virer certains journalistes. On apprend cela. En Géorgie, nous dit-on, il y a 80% du budget minimal d'une plateforme d'information qui s'appelle Caucase OC Media, qui était lié à des fonds américains. Ça s'est arrêté, évidemment. Catastrophe, patatras, il y a des grosses difficultés à maintenir cette plateforme. L'enquête de France Info nous parle même du risque de la fin du journalisme. Et puis, on apprend que les médias locaux et régionaux ukrainiens payent, eux, le prix fort de cette fin de l'UCED, puisque en moyenne, 44% de leurs revenus dépendaient de fonds américains. Et on nous annonce que près de la ligne de front, cette fois-ci, les médias peinent à survivre. Des médias indépendants, bien sûr, Jean-Yves. Alors ça, c'est extraordinaire comme démarche orwellienne, puisque effectivement, on voit très bien dans toute cette série d'articles proprement hallucinants, où qu'est-ce qu'un média indépendant ? C'est un média qui dépend pour vivre, ou qu'est-ce que le journalisme mondial, selon RSF ? Ce sont des journalistes ou des médias qui dépendent pour vivre de fonds des officines d'influence américaine, c'est-à-dire l'UCED, influence géopolitique et influence idéologique. C'est ça la définition de l'indépendance. Il y a d'ailleurs, dans les autres sources des médias indépendants, il y a tout ce qu'il y a autour du groupe Soros et des médias. Alors c'est assez amusant parce qu'on parle des organisations non gouvernementales ou des médias non gouvernementaux. Or, ce sont des organisations subventionnées par des gouvernements et des médias subventionnés par des gouvernements, en l'occurrence qui étaient subventionnés très massivement par les officines américaines. Et au lieu de dire finalement on leur rend leur liberté à ces médias, ils vont trouver d'autres sources de financement qu'un financement qui ne pouvait évidemment pas les laisser indépendants. C'était des médias dépendants. Mais
on n'a pas lieu d'être surpris. Reporters sans frontières, ce sont ceux qui ont lancé la campagne contre CNews et contre C8 et qui ont obtenu de l'Arcom la fermeture de C8. Donc la principale chaîne, la 5e chaîne française, la principale chaîne de la TNT, ce sont des gens qui sont des censeurs. Des censeurs subventionnés. Voilà. Alors, mais c'est extraordinaire qu'ils le disent. C'est pas nous qui le disons. Tout est présenté, c'est France Info. Oui. Hein, oui. Et un dernier chiffre peut-être pour conclure ce dossier. L'UCED, il y a 2 ans, soutenait plus de 700 médias et 6200 journalistes à travers le monde. C'est énorme. Et on débute ces pastilles de l'information avec BFM TV, qui est un peu en difficulté aujourd'hui, qui est en perte de vitesse. Et Rodolphe Saadé, le propriétaire, s'est intéressé à des personnalités qui pourraient aider à faire remonter un peu cette chaîne de télévision. Ils se sont intéressés à des femmes particulièrement. Léa Salamé, Sonia Mabrouk, Émilie Tran Nguyen. Jean-Yves, vous avez un commentaire à faire sur ce choix de personnalités, des indiscrétions que nous avons appris. Voilà, alors, première remarque, on se souvient de la formule de Madame Ernotte, la patronne de France Télévisions, qui voulait traquer l'homme blanc de plus de 50 ans. Là, on a en quelque sorte une promotion, une tentative de recrutement de femmes qui ont des profils à la fois voisins et différents. Ce sont des femmes quadragénaires et ayant toute une petite origine venant de la diversité. Ça, c'est le point commun. Après, et puis elles ont une assez grande notoriété, une assez grande réussite journalistique. Voilà, ça, c'est le point commun. Après, il y a... Politiquement, ça n'est pas du tout à mettre sur le même plan. Léa Salamé ou Émilie Tran sont assez politiquement correctes, journalistes du service public politiquement correctes, qui peuvent être séduites par les sirènes du privé et de BFM TV, mais elles sont politiquement correctes. Sonia Mabrouk, c'est pas du tout la même chose. Sonia Mabrouk, elle est très libre de parole, très souvent politiquement incorrecte, et elle interroge vraiment les hommes ou les femmes politiques qu'elle accueille, y compris en les poussant dans leur retranchement politiquement correct. Donc c'est intéressant de voir qu'elle est susceptible d'être recrutée par BFM TV, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que BFM TV, qui perd beaucoup de parts de marché sur CNews, veut essayer de reconquérir un auditorat moins politiquement correct. C'est-à-dire qu'on voit très bien que là, l'exigence commerciale peut conduire à s'écarter du politiquement correct en recrutant une journaliste qui, franchement, a une grande liberté de ton. C'est intéressant de voir ça. C'est la loi du marché, en quelque sorte. Alors, est-ce qu'elle partira ou pas ? Je ne sais pas. Si elle part, c'est pas inintéressant, parce que ça veut dire qu'il y a la liberté de ton et de parole va s'étendre un peu plus au-delà des médias de réinformation, au-delà des médias de transition, pour aller dans un média mainstream. Et puis, si elle part de CNews, ce sera une perte pour CNews, mais d'autres arriveront. Et donc, c'est plutôt une dynamique assez intéressante à observer. L'Arcom vient de publier un communiqué de presse indiquant qu'il se lançait dans la protection des mineurs contre la pornographie en ligne. Ils viennent de mettre en demeure 2 sites en leur demandant de se conformer au code pénal. Quelle est la réalité derrière cette annonce, Jean-Yves ? La réalité, c'est que selon l'Arcom toujours, il y a 2,3 millions de mineurs qui se rendent sur des sites pornographiques. C'est énorme, c'est un vrai enjeu presque de santé publique, j'allais dire. La moitié de ces enfants ont moins de 15 ans d'ailleurs, donc c'est encore plus inquiétant qu'on ne peut le croire. Ces sites ont pourtant l'obligation d'interdire l'entrée à des mineurs depuis
depuis 2020 seulement, le code pénal n'était pas encore assez efficient jusqu'à présent. Une nouvelle loi vient d'entrer en vigueur depuis le 11 janvier. L'obligation de contrôle de l'âge est par un dispositif qui permet de vérifier justement qu'on a bien cet âge limite de plus de 18 ans. Donc ça vient d'être lancé. Depuis le 11 avril, l'Arcom peut intervenir parce qu'il y avait donc un temps d'adaptation. Sauf que la réalité, c'est que ce principe du double anonymat, c'est quelque chose de lourd à installer pour les sites qui n'ont absolument pas envie de le faire. Pour l'instant, ils se sont contentés pour la plupart de mettre un avertissement un peu amélioré, j'ai plus de 18 ans, et puis des indications pour le contrôle parental pour les parents. Sachez tout de même, chers parents, si vous êtes confrontés à cette situation, que vous pouvez essayer de mettre en place certaines choses avec le contrôle parental pour limiter l'exposition de vos enfants à des contenus pornographiques. Ça arrive bien plus vite qu'on ne le croit. L'Arcom parle donc de 2 sites qui ont été mis en demeure, sauf que ce sont des sites hébergés en France. Et les géants du porno sont à l'étranger. YouPorn, Pornhub, RedTube, TuxHamster sont domiciliés à Chypre. Jackie et Michel, c'est en Hongrie et en Espagne. On a d'autres sites X qui sont en République tchèque, il y en a au Portugal. Et cela, il y a jusqu'au 6 juin pour savoir si jamais l'Arcom pourra agir là-dessus. Donc pour l'instant, les géants ne sont pas du tout touchés par ce plan de l'Arcom qui fait pourtant sa com sur le sujet. Arcom, l'Arcom fait de la com et en vérité, ça fait... on parle toujours, quand on parle de censure, on utilise très souvent l'argument du porno. L'argument du porno par rapport aux jeunes. Et effectivement, c'est un argument qui est fort. Sauf que dans la réalité, on a mis en place toute une série de censures sur les réseaux sociaux, dans les faits, de censure idéologique, de censure politique, et qu'il n'y a jamais eu de censure sur le porno. Donc, on parle de censure dans ce domaine, mais il n'y a jamais rien d'efficace. En revanche, ça sert à nourrir un discours de censure pour des raisons politiques et idéologiques. Et en vérité, les gens qui gouvernent, et les gens de l'Arcom, ils sont beaucoup plus préoccupés par la censure politique et idéologique que par la censure sur la pornographie. Et d'ailleurs, dans les sites de contrôle parental, il y a une certaine perversité des choses, parce que si ça élimine certains sites pornographiques, ça élimine aussi beaucoup de sites jugés politiquement incorrects. Donc le porno, c'est la limite de la censure, et il n'est pas censuré. Macron s'est rendu à La Réunion dernièrement pour faire le point sur l'épidémie de chikungunya due aux moustiques. Donc un moustique de plus à La Réunion, c'est terrible ça. C'est un peu ça. Et également pour intervenir suite à des dégâts qui avaient été provoqués par le cyclone Garance. Et la presse, face à ces enjeux, a décidé de titrer aussi sur d'autres aspects. On a par exemple Emmanuel Macron qui joue puis perd au Shifumi contre un enfant à La Réunion. C'est un article très sérieux de BFM TV sur un jeu un peu moins sérieux. Et puis on a Grazia aussi qui nous a gratifié d'articles sur Brigitte Macron qui éblouit Mayotte dans un tailleur beige, chic et élégant. Donc c'est quand même très dithyrambique. Brigitte Macron, 72 ans, entre parenthèses, radieuse dans un ensemble tailleur beige. La suite va vous étonner. Elle laisse entrevoir un décolleté plongeant. Bon. Oui. Il n'y a pas grand-chose à voir, si je puis dire. Oui. Il n'y a pas grand-chose comme décolleté. Il n'y a pas non plus. On n'a pas particulièrement envie de plonger le nez dedans. Ça vous rappelle pas quelque chose, cette opération communication c'est comme ça qu'il a été lancé en 2017, lui et Brigitte, 2016-2017, à coup d'articles. Je crois qu'il y a eu 7 unes de Paris Match et beaucoup d'articles de la presse People qui ont permis son émergence et son élection après la destruction simultanée de Fillon. Les tournures de phrases, c'est toujours un vaste enjeu, et notamment chez Mediapart. Le milliardaire d'extrême droite, nous apprend Mediapart,
Pierre-Édouard Stérin refuse de se présenter devant une commission d'enquête. L'information a été largement reprise par la suite. On a l'Humanité qui nous dit que Pierre-Édouard Stérin a réussi à se défiler. Alors, c'est une commission d'enquête parlementaire pour l'organisation des élections, Jean-Yves. Mais tout le monde reprend, voilà, cette terminologie, refuse de se présenter, refuse de se présenter. L'ancien article de Mediapart sur Pierre-Édouard Stérin, c'était d'ailleurs Bruno Retailleau, qui est, vous allez peut-être l'apprendre, le nouveau favori des milliardaires d'extrême droite, parce que j'imagine qu'ils ont rajouté Bolloré dans leur article, histoire de faire une grosse salade complète. Jean-Yves, ce qui est amusant, c'est que donc là, on a Pierre-Édouard Stérin qui refuse de se présenter, mais quand c'était Alexis Kohler qui avait été convoqué pour une commission d'enquête, notamment suite au scandale des eaux en bouteille Nestlé. D'ailleurs, il a démissionné après 10 ans aux côtés d'Emmanuel Macron, tout de même, ce n'est pas rien. Et bien là, on dit qu'Alexis Kohler décline la convocation. Oh non, merci. C'est le choix du vocabulaire. Alors, honnêtement, la convocation de Pierre-Édouard Stérin et d'Arnaud Rérol par la commission d'enquête parlementaire sur l'organisation des élections est assez hallucinante parce qu'il n'est en rien responsable de l'organisation des élections. Il participe à la formation de candidats. Ça n'a rien à voir avec l'organisation des élections. Cette commission d'enquête, c'est quand même incroyable. Le président et LFI, le rapporteur est LFI, et ils s'en servent pour avancer leurs intérêts, convoquer leurs adversaires. C'est quand même assez extraordinaire parce que je n'ai jamais vu une commission d'enquête parlementaire avec un président et un rapporteur RN, et encore moins le RN convoquer ses adversaires. Au contraire, qu'on avait vu comment avait tourné la commission d'enquête sur les influences étrangères présidée par M. Tanguy, qui avait tourné tout à fait au contraire de tous les intérêts du RN. Mais là, LFI manifestement est tout à fait à l'aise. On vous parle souvent de C'est à vous dans Immédiat. Et bien cette fois-ci, nous allons vous parler de la mauvaise ambiance qui a lieu sur place entre les membres de l'équipe. Il y a des plaintes. Certains salariés dénoncent un climat de peur. Et là, ça y est, la direction vient de réagir visiblement en lançant un audit. Un article de Marianne nous dit rédaction sous pression, humiliation et jalousie dans les coulisses, pas si cool de C'est à vous. C'est à vous, il faut le rappeler, c'est quand même une émission qui est assez locaux sur l'avenue de Breteuil. Ça devient concurrentiel de quotidien maintenant qu'il n'y a plus C8. Jean-Yves, ça vous étonne ça ? Bah non, mais c'est l'argent du service public. C'est-à-dire, c'est une boîte privée de prod privée qui reçoit l'argent du service public, qui apparemment a 3 directeurs généraux. On parle même d'emplois fictifs. Mais apparemment, là, il n'y a pas d'enquête, là. Le parquet, que fait le parquet national financier, là ? Que fait-il ? Il y aurait matière, non ? Et enfin, direction la Turquie pour conclure ces pastilles de l'information où on apprend que le vilain méchant président Erdogan fait pression sur les femmes pour interdire les césariennes sans justification médicale dans les établissements privés. Le Parisien également a publié ce même article, quasiment mot pour mot, en partenariat avec l'AFP, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur la Turquie ? En Turquie, il y a plus d'un accouchement sur 2 qui se passe par césarienne, c'est énorme. Il y a également une opposition visiblement qui déclare que c'est un scandale qu'on demande moins de césariennes. Qu'est-ce que c'est une césarienne ? Rappelons-le. Donc on coupe la peau, on coupe l'abdomen, on coupe l'utérus et on récupère le bébé pour le faire naître. C'est évidemment donc du charcutage qui normalement a lieu en dernier recours, puisque si jamais on parle de césarienne programmée, on sort de la médecine. On est dans autre chose. On est dans une intervention
qu'on ne peut pas juger d'ailleurs de confort. C'est pas un confort de se faire césariser. Donc Jean-Yves, vous avez peut-être un commentaire et d'autres petites choses à rajouter. C'est étonnant quand même, pour conclure, ce combat des féministes turques, de demander un droit des femmes à se faire charcuter, alors que c'est plutôt encourageant, je trouve, de se rediriger vers des accouchements plus naturels. Alors, ce qui est sur le plan médiatique, il y a tous les médias ont repris la dépêche AFP sur en gros, la thématique, c'est Erdogan veut interdire les césariennes, de quoi se mêle-t-il ? Mais il n'y a pas de mise en perspective. Qu'est-ce que c'est que la mise en perspective ? C'est qu'on considère que médicalement, les césariennes peuvent être justifiées médicalement entre 10 à 15% des cas. Bon, c'est l'OMS qui dit ça. C'est l'OMS qui dit ça, et puis c'est, enfin, on va dire, une sorte de consensus médical sur 10 à 15% de cas médicalement justifiés. Quand il y a 50%, manifestement, il y a des cas qui ne sont pas justifiés. Donc c'est pas totalement anormal que le chef d'État, en l'occurrence, s'en préoccupe. Si on veut être plus complet, par rapport à la France, on est à 21%, ce qui est déjà un peu au-delà de peut-être des exigences médicales, mais qui n'est pas absolument disproportionné. Mais ce qui est intéressant dans le traitement médiatique, c'est on présente comme un scandale le fait d'interdire quelque chose qui n'a pas de justification médicale. Bon. Un peu niveau zéro de l'information. Voilà, manque de recul en tout cas. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous le rappelle à chaque fois, si ce n'est pas déjà fait, le petit pouce en l'air s'il vous plaît. Et puis, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si cette émission vous a plu et si vous avez des choses à ajouter. Le portrait piquant de cette semaine, on ne se quitte pas sans vous le présenter. Il s'agira de Stéphane François. Il y a un expert en extrême droite, docteur en Sciences Po, enfin... Alors, on a... les généraux de plateau, on a eu les médecins de plateau, il y a aussi les historiens ou les politistes de plateau, spécialistes de l'extrême droite. Eh bien, regardez le portrait de ce Stéphane François. Avec Claude Cholet. D'ici là, on se dit à très vite sur TVL. Portez-vous bien. Parmi les acteurs du monde médiatique, il n'y a pas que les journalistes. Il y a les experts, ou plutôt les pseudo-experts, les experts obligés. Parmi ces pseudo-experts, le politologue Stéphane François, spécialiste de l'extrême droite et de l'amalgame, fait partie des analystes que l'on présentera comme neutres, mais qui sont de parfaits militants de gauche et d'extrême gauche. Né en 1973, Stéphane François a étudié à l'université de Lille, où il a obtenu un doctorat de sciences politiques. Il a son rond de serviette dans de nombreuses institutions universitaires. Il enseigne à l'université de Valenciennes et à celle de Mons, en Belgique. Il est aussi membre associé du groupe Société, Religion et Laïcité du CNRS. Il a écrit entre 2014 et 2018 pour l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès, un simple cache-nez du Parti socialiste. Mais ce n'est pas fini. On va retrouver Stéphane François dans d'autres institutions. Le Carnegie Council for Ethics de New York, l'Institut pour les études européennes, russes et eurasistes de l'Université George Washington, le programme Internationalisation des droites radicales Europe-Amérique de la Maison des sciences de l'homme Lorraine. Avec son compère Nicolas Lebourg, il pratique la méthode du coucou. Monopolisant un sujet de niche, l'extrême droite, réelle ou fantasmée, ils se répondent, l'un renvoyant aux travaux de l'autre pour les légitimer. Parmi ses participations à l'Observatoire des radicalités de la Fondation du Parti socialiste, de la Fondation Jean Jaurès, on remarquera notamment, je cite, « définir la radicalité pour mieux la combattre », avec justement Nicolas Lebourg, mais aussi Rudi Reichstadt, de Conspiracy Watch, auquel nous avons déjà consacré un portrait, ou encore un titre, qui est aussi un programme, le militant d'extrême droite, militant de la violence. Stéphane François écrit sur tout ce qui, même de très loin, peut se raccrocher à sa marotte. Il peut traiter aussi bien de l'ésotérisme ou des francs-maçons. Quelques titres particulièrement évocateurs. Je cite « À la droite de l'acacia »
essai sur la nature réelle de la franc-maçonnerie. God and Beast, la musique industrielle et le satanisme. Une sataniste à Paris, la magie sexuelle de Maria de Naglovska. Mais aussi néo-sorcière, aux sources de nouvelles pratiques. Sans oublier le complot cosmique, théorie du complot, ovni, théosophie et extrémisme politique. Fin de citation. Un bric-à-brac monté de broc. Au fond, pour Stéphane François, tout le monde est d'extrême droite, à un degré ou un autre. Les sorcières, comme la musique industrielle, on attend les ratons laveurs.